Bonjour. Pendant cette session, François et moi allons essayer de répondre à la question suivante. Y a-t-il besoin d'une offre de cloud à la française? Alors pour ça, on va répartir notre temps de parole en deux parties. Je vais d'abord vous parler de l'état du marché du cloud en France, où en sont les entreprises françaises, qu'elles attendent par rapport au cloud. Ensuite, on parlera de leurs besoins spécifiques, en particulier vis-à-vis des entreprises américaines. Et puis je parlerai des offres et on verra dans quelle mesure ces offres répondent ou non aux besoins des entreprises françaises. Et ensuite, je passerai la parole à François. Alors je fais un petit rappel express parce qu'on me l'a demandé, je vais essayer de le faire assez vite. Alors qu'est-ce que le SaaS? Le SaaS, c'est le Software as a Service, ce sont des offres de cloud clés en main, accessibles aux utilisateurs finaux sans avoir besoin d'aucune compétence technique. Et c'est par exemple utilisable par un patron de TPE qui n'a aucune connaissance informatique. Qu'est-ce que le PaaS? Le PaaS, c'est le Platform as a Service. C'est des plateformes qui sont destinées aux développeurs, qui permettent d'exécuter du code sans avoir besoin de compétences d'administrateur. Et le cas d'usage que j'aime bien citer, c'est celui de Facebook. Si Mark Zuckerberg, il y a quelques années, avait eu une offre PaaS, à mon avis, il aurait codé son Facebook et il l'aurait mis directement sur une offre PaaS sans avoir à acheter aucun serveur. L'infrastructure as a service, eh bien, c'est l'IaaS, c'est fait pour les administrateurs qui retrouvent un environnement assez comparable à celui de l'entreprise, mais sur une plateforme cloud, avec des machines virtualisées. Alors mon propos, ça va être de vous décrire un petit peu où en sont les entreprises françaises par rapport au cloud, selon trois prismes. Un prisme de la taille de l'entreprise, un prisme du type de plateforme, et puis un troisième prisme qui est le secteur d'activité. Alors on commence là par la taille de l'entreprise. Alors ce slide est un petit peu étrange parce que en fait ce n'est pas une statistique qui est issue de questions qu'on a posées aux entreprises elles-mêmes, mais c'est une statistique qui vient des prestataires. On a posé des questions aux prestataires qui font du cloud computing ou des choses équivalentes, et eux ont donné leur sentiment sur ce que les entreprises attendent aujourd'hui en termes de cloud computing. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que les chiffres sont assez proches les uns des autres. Il n'y a pas une très grande différence entre les attentes des grandes entreprises et les attentes des TPE. Alors je vais commenter un petit peu ça. Alors pour moi, les TPE et les PME sont des entreprises pour lesquelles le cloud est une solution très intéressante parce que ça permet de se débarrasser des problèmes de coûts de matériel, des problématiques de gestion de parc de serveurs. Et donc pour moi, c'est un petit peu du pain béni, le cloud, pour les TPE et même les PME. Je pense qu'elles devraient se ruer dessus assez fortement. Par contre, on voit un chiffre qui est limité à 42%, et ça, je l'expliquerai en disant que c'est parce que souvent, les TPE ne sont pas très bien informés des offres cloud. Finalement, comme il n'y a pas de direction informatique dans les TPE, on ne fait pas forcément de la veille techno, et on n'est pas forcément très bien informé. Dans les grandes entreprises, il y a une demande du cloud qui est quand même de 35%. Alors on voit des choses, on voit par exemple que beaucoup de grandes banques en France utilisent par exemple Salesforce. Donc ce n'est pas déployé sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, mais c'est utilisé de ci, de là. Donc on a une pénétration du cloud dans les grandes entreprises qui est quand même existante. Malgré tout, les grandes entreprises ont un existant en termes d'infrastructure informatique et un existant en termes d'équipe technique qui fait qu'elles peuvent difficilement aller vers le cloud très simplement, contrairement aux TPE. Et puis, il y a tout ce qui est le legacy, les mainframes, les applications Java, etc. Tout ça mettra certainement beaucoup de temps à aller vers le cloud, et probablement que la plupart des choses n'iront pas vers le cloud. Donc il y a quand même un besoin plus fort chez les TPE que chez les grandes entreprises. C'est ce que nous montre un petit peu ce schéma. Le cloud par secteur d'activité. Alors j'ai oublié de dire que sur le slide précédent, les chiffres étaient issus d'une étude de Marques International, mais vous l'avez lu sans doute. Ici, ce sont des impressions que nous avons chez Octo Technologies, de par les échanges que nous avons avec nos clients. Alors notre impression, c'est que dans le monde de l'Internet et des médias, le recours au cloud est quelque chose de complètement naturel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont finalement déjà pas mal les pieds dans l'Internet, et le cloud n'est que la continuité du web et de l'Internet tel qu'ils le pratiquent depuis déjà longtemps. En général, dans ce monde-là aussi, on met sur le cloud des données publiques pour lesquelles il n'y a pas vraiment de problématique de confidentialité ou de sécurité. Donc là, on a des choses qui sont relativement bien utilisées, que ce soit le SaaS, le PaaS ou l'IaaS, dans le monde de l'Internet et des médias. Dans le monde de l'industrie, ce qu'on peut dire, c'est que l'informatique est souvent vécue comme une commodité. Le cœur de métier dans l'automobile ou dans l'agroalimentaire, c'est pas l'informatique, c'est les yaourts ou les voitures. Et donc l'informatique est vécue comme quelque chose qui est nécessaire, mais dont on n'a pas un besoin stratégique énorme. Et donc on va assez facilement recourir à l'externalisation ou au cloud computing.
Donc le recours au cloud existe et on le constate. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, on a quelques grands exemples autour de Valeo, de Trèves. Pas mal d'équipementiers automobiles sont passés en particulier sur la messagerie Google Apps. Dans le monde des telcos, comme on est très orienté nouvelles technologies et très orienté informatique et telco, donc le recours au cloud est assez envisageable, mais parfois il est freiné, le recours au cloud public est freiné par le fait qu'on va peut-être mettre en place un cloud interne et même créer un cloud public pour ses clients. Donc on parlera tout à l'heure d'Orange et SFR. Orange et SFR ont une offre de cloud public et ne vont pas forcément aller de ce fait vers les clouds publics de Google ou d'Amazon. Je fais une petite digression là, oui je ne l'ai pas dit en introduction, mais dans cette présentation, il est évidemment question de cloud public. On ne parle pas de cloud privé, évidemment. Dans le secteur de la banque ou de l'assurance ou de la finance, on a le sentiment chez Octo qu'on ne va pas facilement vers le cloud pour deux types de raisons. Pour des raisons réglementaires. Par exemple, au Luxembourg, on n'a pas le droit, quand on est banquier, de mettre ses données en dehors du Luxembourg. Il y a aussi des réglementations dans d'autres pays. Et puis, il y a aussi une culture informatique qui est très importante. La banque telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est rendue possible par l'informatique. C'est-à-dire que la banque des années 40 et la banque des années 2012 est complètement différente parce que grâce à l'informatique, on a pu créer des nouveaux services tout à fait innovants. Et donc, il y a une très grande adhérence en fait entre le monde de la banque, de l'assurance et le monde informatique. Et donc ces gens-là ont recruté beaucoup de monde, ils ont beaucoup de compétences en interne, ils ont beaucoup de serveurs en interne et ça leur est compliqué d'aller mettre tout ça sur un cloud. Il y a une grosse problématique de gestion du changement. Et puis il y a aussi une certaine culture sécuritaire de par le secteur d'activité. Enfin, les services publics, ils ont parfois du mal à aller vers le cloud pour des raisons réglementaires, parce que tout simplement, pour des raisons d'État ou des raisons administratives, eh bien, on ne peut pas aller vers le cloud aussi simplement. Dernier prisme, le cloud par type d'offre. Alors là, je vais vous parler du SaaS, du PaaS et de l'IaaS. Alors, selon toujours une étude de Markets International, on voit ici qu'aujourd'hui, en 2012, 35% des entreprises utilisent du SaaS. Alors on y reviendra dans la suite, mais globalement, il y a beaucoup de boîtes, même dans les très grandes boîtes, qui ont recours aujourd'hui à du Salesforce, à du Google Apps, à des applications SaaS, par exemple, de gestion de carrière pour leurs collaborateurs. Ce n'est pas toujours généralisé, mais c'est souvent présent. On voit que l'IaaS est beaucoup plus bas, il n'y a que 15% des entreprises qui utilisent du IaaS. Je pense, pour ma part, que c'est surtout dans le monde de l'Internet et des médias. Et puis, on voit que le taux de pénétration du PaaS est très très faible. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que le PaaS offre une architecture contrainte, et donc on n'a pas toute la liberté qu'on voudrait avoir quant à son architecture. Pour vous donner un exemple, chez Heroku, chez Google Apps et d'autres offres PaaS, si un traitement dure plus de 30 secondes, il est tué automatiquement. Donc on a des architectures qui sont contraintes, et ça a été un frein jusqu'à présent pour l'adoption du PaaS. Alors je voulais vous parler maintenant sous un prisme un peu différent de la maturité du marché français. Ce prisme s'appelle de chiasme. Alors il s'agit d'une vision qui a été proposée par Geoffrey Moore. Alors ce n'est pas le Geoffrey Moore des transistors, ce n'est pas celui qui dit que la densité des transistors double tous les 18 mois, c'est un autre Moore. Ce Moore-là donc dit la chose suivante, il dit qu'il y a une espèce de fossé à traverser dans le monde de l'innovation entre ce qu'on appellerait les early adopters et l'adoption de masse. Et il est assez difficile de traverser ce fossé en général. Alors ça, c'est valable pour toutes sortes d'innovations. C'est valable, par exemple, je ne sais pas, moi, si on prend la voiture classique, elle a aujourd'hui traversé ce fossé. Une voiture à essence classique, elle est adoptée par la masse aujourd'hui. Mais si on prend, par exemple, la voiture de Google qui se conduit automatiquement toute seule, là, on est vraiment dans les early adopters et on ne sait pas du tout si un jour, ça arrivera dans un marché de masse. Parce qu'il y aura certainement une crainte de laisser la voiture prendre le volant toute seule. Alors on va essayer d'appliquer ce modèle au cloud. Alors on va commencer par le SaaS. Alors pour moi, le SaaS est déjà dans le early majority parce que comme je l'ai dit, il y a déjà du SaaS utilisé dans la banque, dans l'assurance, pour par exemple de la gestion de la force de vente, pour par exemple de la gestion de carrière, éventuellement de la messagerie. Donc dès lors qu'on a passé la problématique de confiance, dès lors qu'on a dit « OK, je suis OK pour aller mettre mes données dans le cloud », eh bien, on utilise du SaaS. Et on a même des exemples fameux. On a une banque espagnole, dont le nom m'échappe, mais qui a passé 200 000 employés sur la messagerie de Google. Et plus près de nous, en France, il y a Malakoff Médéric, un assureur, qui a passé 5 000 employés sur la messagerie de Google. Donc, le SaaS, pour moi, fait partie des choses qui ont passé le fossé.
Pour moi, l'IaaS n'a pas encore passé le fossé en France. Il y a des early adopters dans le monde de l'Internet et des médias. Donc on a des projets. Alors Octo a la chance de faire ce type de projet, on en est assez heureux, mais ça reste relativement restreint. Et puis le pass, comme je l'ai dit, ça reste limité à comme je le disais au début, à des startups en fait. Le pass, c'est très intéressant lorsque vous voulez lancer une application et que vous voulez que au début, ça vous coûte quasiment rien parce que vous n'avez pas de revenus et qu'un peu plus tard, lorsque vous aurez des revenus, ça vous coûte de manière modérée. Le pass est très intéressant pour ça parce que ça scale de manière linéaire. Et donc, c'est intéressant pour les startups, mais il n'y a pas tant de startups que ça en France. Et donc, pour moi, on reste dans les innovators. On reste donc dans un marché très, très petit. Alors moi, je pense que le pass a un avenir à long terme parce que finalement, plutôt que de mettre des machines virtuelles dans lesquelles, avec l'IaaS, dans lesquelles on gère ses OS, on gère ses bases de données, etc., ce serait plus simple de passer sur le pass. Mais je pense que le pass doit mûrir et quand il aura mûri, il est probable que le pass, à mon sens, remplacera l'IaaS. Voilà pour clore un petit peu la maturité du marché français aujourd'hui. Alors ensuite, on va parler un petit peu de ce que veulent les entreprises françaises, de leurs besoins vis-à-vis du cloud, et leurs besoins spécifiques, par exemple, par rapport aux entreprises américaines. Alors je commence ici par une définition qui nous vient de la NIST, la National Institute of Science and Technology, c'est un organisme américain qui a donné une définition du cloud qui aujourd'hui fait relativement bien consensus dans le monde informatique. Alors, je donne un extrait de cette définition, mais qui me paraît représentatif. Le cloud, c'est avant tout le self-service, la possibilité de se servir sur Internet pour souscrire à une offre et ensuite pour gérer ses applications sur le cloud. Le cloud, c'est un paiement en fonction de l'usage, donc un paiement en fonction de la consommation réelle. Et le cloud, c'est l'élasticité, la possibilité d'augmenter, ou de réduire les ressources selon les besoins. Donc ça, c'est les fondamentaux. Nous, le sentiment qu'on a avec François, c'est que les entreprises françaises veulent un peu plus que ça. Et donc, on va essayer de développer dans la suite ce qu'elles souhaitent en plus de ça. Alors d'abord, il y a le côté un petit peu effrayant des problématiques juridiques. Alors je vais revenir un instant là-dessus. Avec le cloud, un des grands problèmes, c'est que parfois on ne sait même pas où sont les données. Alors ça, c'est le cas extrême qu'on connaît avec Google. Google ne vous dit pas où sont vos données. Donc ça, pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas acceptable. Ensuite, quand vous savez où sont les données, vous savez qu'elles sont par exemple en Irlande, par exemple aux États-Unis, par exemple à Taïwan. Et ça peut vous poser des problèmes réglementaires parce que les lois ne sont pas identiques dans ces pays à la loi française. On a en particulier en France des réglementations qui s'appellent la CNIL, enfin des organismes qui s'appellent la CNIL qui édictent des réglementations particulières. Alors quand les données sont en Europe, par exemple en Irlande ou à Amsterdam, ça se passe pas trop mal, mais quand on sort d'Europe, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on a une problématique de réglementation sur les données de l'entreprise et en particulier sur les données privées. On a une problématique particulièrement gênante aussi qui s'appelle le Patriot Act. Ce Patriot Act, en fait, c'est une loi qui permet aux administrations américaines, au gouvernement américain, de demander l'ouverture des bases de données à toute entreprise dont le siège est aux États-Unis. Donc potentiellement, Amazon qui a un siège aux États-Unis et des data centers en Irlande, on pourrait demander à Amazon d'ouvrir vos données qui vous appartiennent à vous, qui sont en Irlande, parce que Amazon a son siège aux États-Unis. C'est un petit peu compliqué, mais c'est un petit peu problématique, il est vrai. Et puis la dernière chose, c'est le droit applicable en cas de litige. Si vous reprenez l'exemple d'Amazon, qui est société de droit américaine et qui héberge vos données en Irlande, vous pouvez avoir trois types de contrats avec Amazon, un contrat de droit américain, un contrat de droit irlandais et un contrat de droit français. Amazon va essayer de faire en sorte d'avoir un contrat de droit américain, parce que c'est leur avantage, mais vous avez tout intérêt à avoir un contrat de droit français. Et là, il va falloir négocier, parce que c'est quand même très très intéressant pour vous d'avoir une réglementation française. Et cette négociation risque d'être un petit peu ardue. L'autre chose, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Alors on pourrait se dire, si je suis une entreprise qui a des secrets industriels, si je suis une entreprise pour laquelle les informations qui circulent dans mon système d'information sont très critiques, alors je pense à des entreprises, par exemple comme Dassault, comme Airbus, comme Total, ces entreprises ont des grands concurrents américains et elles peuvent tout à fait se poser la question de que se passerait-il si mes données étaient stockées aux États-Unis chez un opérateur américain. Alors pour caricaturer au maximum la chose, je vous dirais la chose suivante. J'avais entendu des rumeurs il y a quelque temps disant que
à un moment donné, il était question qu'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, soit ministre dans le gouvernement d'Obama. Donc ce qui signifie qu'on pourrait avoir une collusion quelque part entre le gouvernement américain et puis vos données qui sont stockées chez Google. Donc ça, c'est pas du tout acceptable, par exemple, pour un Airbus qui est en concurrence frontale avec un Boeing. Donc il y a une vraie question autour de ça, autour de la collusion, de la propriété intellectuelle. Alors on pourrait se dire, je pourrais chiffrer mes données, mais dans certains cas, chiffrer mes données, ça me fait perdre en fonctionnalité. Donc si je reprends l'exemple de Google ou bien de Salesforce, si je chiffre les données dans les applications, je ne peux plus bénéficier des recherches plein texte dans les données. Donc ce n'est pas forcément très intéressant de perdre des fonctionnalités du cloud en chiffrant les données. Donc ça, c'est un problème qui, à mon avis, est particulièrement important dans les sociétés qui ont des propriétés intellectuelles. Si je prends l'exemple d'Octo, nous sommes une PME qui ne manipule pas de secret industriel. Et donc nous, on a fait le pari de dire, voilà, le cloud nous offre des nouveautés fonctionnelles qui sont très intéressantes, ça nous fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. On fait le pari qu'on n'aura pas de problème de vol de données intellectuelles. On fait le pari que nos bénéfices dans le cloud seront supérieurs à nos risques. Et je pense que ce pari-là est faisable par beaucoup de PME ou de TPE. Dans le cadre de grandes entreprises, c'est plus discutable. Alors il y a aussi les risques commerciaux. Que se passe-t-il si l'opérateur cloud dépose le bilan? Que se passe-t-il s'il change ses conditions tarifaires? Alors ça s'est vu. Par exemple, Google, au début, proposait ses fonds de carte Google Maps gratuitement, puis c'est devenu payant. Que se passe-t-il si je n'arrive pas à récupérer mes données? Alors en général, les opérateurs cloud promettent qu'on pourra récupérer ces données, mais si jamais ça ne marchait pas, que pourrait-on faire? Pourrait-on aller attaquer Google à Mountain View ou Amazon à son siège en Californie? Ça ne paraît pas forcément évident. Que se passe-t-il aussi si l'État américain ferme mon cloud? Alors on a des précédents là-dessus, on a Mega Upload qui a été fermé par l'État américain, alors qu'en plus Mega Upload n'était même pas hébergé aux États-Unis. Mega Upload en fait a été fermé par une fermeture de DNS aux États-Unis, alors que les serveurs n'étaient même pas aux États-Unis. Donc ça pose des questions sur si jamais l'État américain prend des décisions vis-à-vis de mon cloud, qu'est-ce que j'ai comme recours dans ce cadre-là? Le cas de Wikileaks est intéressant aussi. L'État américain avait, au moment de l'affaire Wikileaks, demandé à PayPal, demandé à Amazon de fermer les comptes Wikileaks. Donc vous pouvez avoir comme ça des choses qui vous sont fermées de manière un petit peu inattendue ou pas souhaitable en tout cas. Et donc on peut se poser la question, si jamais les choses tournent mal, est-ce que je vais m'en sortir avec un simple formulaire sur Internet? Parce que c'est quand même ça aussi la relation commerciale qu'on a avec les opérateurs cloud, c'est souvent un simple formulaire sur Internet. Alors il y a une autre chose qui est la SLA, donc la disponibilité qui est offerte aux utilisateurs. Alors les opérateurs cloud en général ont une assez bonne disponibilité, même s'il y a eu quelques accidents récemment chez certains opérateurs cloud. Malgré tout, on est aux alentours des 99,9% de disponibilité, ce qui signifie 8 heures d'indisponibilité par an maximale. Mais ce chiffre-là, en fait, il est à la sortie du data center cloud. C'est-à-dire qu'à la sortie du data center Salesforce qui se situe aux États-Unis, vous avez une disponibilité de 99,9. Mais par contre, que se passe-t-il au niveau de vos utilisateurs qui sont à Paris? Il y a quand même un certain nombre de câbles transatlantiques à traverser, et on sait que l'Internet est un réseau dont le débit n'est pas garanti, et donc on n'a pas véritablement de garantie sur les temps de latence pour l'utilisateur final. Et donc ça, c'est tout à fait problématique si on travaille au quotidien sur des applications qui sont hébergées sur un cloud. Je reviens sur le côté accompagnement commercial, sur le côté relation avec l'éditeur cloud. La problématique qu'on a rencontrée au début du cloud, c'était qu'un Google ou un Amazon traitait le client un petit peu comme, on dirait, comme une commodité. C'est-à-dire que le client devait se débrouiller tout seul au travers d'un formulaire sur Internet, devait mettre son numéro de carte bleue et il n'y avait pas de relation commerciale. Si on regarde un peu dans le passé, même, on ne trouvait pas les coordonnées de Google France dans l'annuaire. Il était très difficile de joindre Google au téléphone. Et il n'y avait même pas de commercial Amazon en France jusqu'à il y a peu. Alors les choses sont en train de changer parce que les opérateurs cloud se sont rendus compte que le marché français souhaitait avoir des relations avec des vraies personnes, des vrais gens, des gens qu'on peut rencontrer, appeler au téléphone, avec qui on peut déjeuner. C'est comme ça que les entreprises françaises ont l'habitude de travailler. Et donc les opérateurs cloud ont évolué. Et aujourd'hui, Amazon est en train de développer un bureau parisien dans lequel il y aura plusieurs consultants. Et Google est en train de s'agrandir grandement et Google va avoir 500 personnes à Paris, beaucoup plus qu'auparavant. Et donc ça montre bien qu'il y a un vrai besoin de proximité entre l'opérateur cloud et puis le client final. Donc ça, c'est une chose qui jusqu'à présent était un vrai problème dans le cloud, qui tend un petit peu à s'améliorer avec les clouds américains, mais ce n'est pas le cas dans tous les clouds non plus.
Voilà, je vais terminer avec les offres du marché. Donc les offres du marché, aujourd'hui, on peut schématiquement les diviser en 3 grandes familles. Il y a les clouds américains, donc les Google, les Amazon, les Salesforce, ou les Microsoft, que je n'ai pas cités. Alors avec cela, il y a les problématiques juridiques que j'ai citées. À ce propos, j'ai oublié de le dire, mais il y a eu une très bonne session à l'USI 2011 par maître Benjamin May qui parlait des problématiques juridiques du cloud. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Alors les problématiques juridiques, je l'ai dit, elles sont problématiques d'une part sur l'aspect quel type de contrat, français, américain, et puis sur quelle garantie sur mes données, sachant que la législation n'est pas la même dans tous les pays. Donc ça, c'est un vrai problème avec les clouds américains. Ensuite, il y a la problématique de qualité de service. Est-ce que les temps de latence seront bons au niveau de mes utilisateurs, sachant que potentiellement les serveurs sont sur la côte ouest des États-Unis, si je caricature, donc à plus de 6000 km. Des problématiques de proximité avec les interlocuteurs. Donc ça, on a vu que ça a évolué chez Google et chez Amazon, mais ce n'est pas encore vrai dans tous les opérateurs cloud. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a au niveau des opérateurs américains. Alors à côté de ça, les opérateurs américains sont très mûrs sur les offres techniques. Aujourd'hui, l'offre d'Amazon en particulier, donc l'offre IaaS, Amazon Web Services, offre un périmètre de technologie très très intéressant. Je ne vais pas la décrire dans les détails, mais c'est quelque chose de tout à fait impressionnant en termes de fonctionnalité. Et c'est très très adopté par de nombreuses entreprises. Donc on a d'un côté une offre qui est très très mûre et très intéressante, mais de notre côté, ces 3 problématiques que je viens d'évoquer. Alors ensuite, il y a les hébergeurs français. Les hébergeurs français classiques, ils sont en train de se transformer en opérateurs cloud. Pourquoi? Parce que c'est le sens de l'histoire. Et donc ces hébergeurs, eh bien, alors certains ont des problèmes de maturité quant au self-service. Il y en a un certain nombre pour lesquels il n'est pas possible de souscrire à une offre cloud directement en ligne. Il faut passer par un commercial et donc perdre quelques semaines. Alors que le bénéfice du cloud, c'est aussi ça, c'est la possibilité de souscrire en quelques minutes et d'avoir un environnement prêt en quelques minutes. Certains ne sont pas très bons aussi sur le pay as you go, donc sur la possibilité de payer selon la consommation réelle. Et puis, en fonction de leur localisation, on peut avoir aussi des problématiques de qualité de service. Sachant que quand on va vers un hébergeur, souvent, on passe toujours par le réseau Internet public et donc on n'a pas de garantie sur cette qualité de service. Alors ensuite, il y a les acteurs les plus récents, à mon sens, qui sont les opérateurs les opérateurs telco français. Donc je pense à Orange, à SFR et bientôt probablement à Bouygues. Donc ces gens-là sont en train de bâtir des clouds, ils ont commencé plus ou moins à lancer leurs offres. Alors, pour moi, ils sont assez bons sur la qualité de service parce qu'en général, ils ont une offre cloud qui est couplée à une offre réseau. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer un réseau qui va entre le cloud et votre système d'information sur des technologies VPN de type MPLS. Et donc, grâce à ce réseau MPLS, vous allez avoir une garantie sur la qualité de service. Et puis, il n'y aura pas de problématique juridique puisque ce sont des acteurs français. Malgré tout, dans les offres que j'ai pu voir jusqu'à présent, il y a encore des problèmes d'immaturité sur la souscription en ligne et sur le paiement à la consommation. Certains de ces opérateurs télécoms vont plutôt essayer de vous proposer des forfaits, comme ils le font d'ailleurs pour les forfaits telco pour la téléphonie mobile. Et donc on n'a pas vraiment cette promesse du paiement à la consommation telle qu'on l'a vu dans la définition de NIST. Alors pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse parfaite, de cloud parfait pour les entreprises françaises, puisque d'une part, on a des offres américaines qui sont très mûres, mais qui posent des problèmes. Et puis d'autre part, on a des offres françaises qui sont des solutions aux problématiques juridiques, aux problématiques de proximité, mais qui posent des problèmes d'immaturité. Alors on va prendre un peu de recul pour conclure cette partie, en disant la chose suivante. Eh bien aux États-Unis, c'est complètement différent. Alors d'abord, il n'y a pas de problématique juridique parce que d'abord, on est entre Américains, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des opérateurs qui sont sur le sol américain pour des entreprises américaines. Et ça va même beaucoup plus loin puisqu'il y a aux États-Unis des GovCloud. Alors ça, c'est vrai chez Google, chez Amazon et chez d'autres. Le GovCloud, c'est un cloud qui est isolé du cloud pour les entreprises, entre guillemets, normales. Et c'est un cloud qui est destiné aux administrations. Et donc ce cloud est tout à fait intéressant pour les administrations qui veulent avoir une isolation totale et pouvoir être en totale sécurité sur le plan juridique. Et donc même, on peut dire la chose suivante, le DSI de la Maison-Blanche, à un moment donné, a dit « cloud first ». Il a dit donc, pour les administrations, préférez le cloud aux autres solutions aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, IaaS is legacy. Alors IaaS is legacy, ça veut dire que les entreprises américaines ont digéré le IaaS, c'est-à-dire qu'elles ont adopté ce moyen de déployer des applications. Elles savent aujourd'hui utiliser les machines virtuelles sur Amazon. Beaucoup d'entreprises américaines ont ces compétences-là
Et donc, selon Forrester, 25% des entreprises américaines auraient déjà déployé des choses sur le IaaS, et en particulier sur Amazon, qui est quand même l'offre leader dans ce domaine. Donc on a une maturité qui est tout à fait différente aux États-Unis. Et en France, on s'aperçoit qu'il y a un problème de décollage. On est encore devant un marché assez ouvert en France. Peu d'entreprises, finalement, ont largement adopté le cloud. Donc il y a probablement un enjeu de maturité de l'offre. Il faut probablement que les offres évoluent. Et donc c'est ça dont va vous parler François dans la suite de cette présentation. Donc je laisse la parole à François pour la suite. Merci Guillaume. Alors, pour démarrer cette seconde partie de la session cloud à la française, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore. Ouais. Alors, vous l'avez reconnu, c'est notre hymne national, la Marseillaise. Et c'est comme ça que je vois le cloud à la française dans les prochaines années, de très belles opportunités à venir. Alors, cette deuxième partie, on va la présenter en 3 points. Donc, un premier point sur des témoignages clients, comment ça se passe dans la vraie vie, sur le terrain, quand on parle cloud computing. Le deuxième, c'est l'enjeu français et européen d'un point de vue économique. Et enfin, la réponse Andromède. Alors, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire que m'a raconté un commercial que je formais. Alors, c'est un commercial qui a rendez-vous avec Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, c'est le patron, le papa d'une entreprise familiale. Et ce commercial arrive avec plein de convictions fort de nos offres sur le cloud computing. Il sait que Monsieur Dubois en a besoin. Il entame le rendez-vous. Et puis, au bout de 2 minutes, Monsieur Dubois tout de suite lui dit: bon, je vous arrête tout de suite. Moi, mes données, elles sont dans un bunker. Quand vos data centers ont des murs d'1,50 m de large, on pourra parler d'externalisation des données. Là, on ne sait pas trop quoi dire. Un deuxième exemple qui remonte souvent des commerciaux que je forme, ça c'est quelque chose qui est assez, qui revient souvent, qui est assez amusant. C'est des entreprises qui nous disent: bon, le cloud computing, nous on en a besoin, nous on veut y aller, on sait en quoi c'est intéressant pour nous, on veut avancer avec vous. Par contre, franchement, le data center, ça serait mieux qu'il soit au coin de la rue ou à 2 rues. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose avec mes données. Je veux pouvoir aller voir ce qui se passe. Là aussi, on ne sait pas vraiment quoi dire. Ensuite, un autre exemple que j'aime bien, c'est une entreprise import-export qu'on avait vue, où le service marketing avait commandé un site internet à une agence de communication. Ils nous ont dit: bon voilà, le site internet, il nous sera livré d'ici 1 mois, et nous, on n'a aucune compétence technique. Donc le site internet, nous, on veut le mettre dans le cloud. Donc nous, ça va, on est staffé, on est organisé pour accompagner le client qui peut avoir aucune compétence. Mais ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Et puis un dernier exemple que j'aime bien aussi, c'est la DAF d'une chaîne de restauration à qui on expliquait en quoi le cloud, ça allait lui permettre d'arrêter les investissements dans les infrastructures, de dire: voilà, plus de CAPEX, c'est l'OPEX. Maintenant, vous allez payer ce que vous consommez. Et qui nous arrête tout de suite et qui nous dit: ah non, mais moi j'ai envie de dormir la nuit. Si sur l'année je ne suis pas capable de prévoir combien on va dépenser, c'est pas possible. Et c'est vrai que le pay as you go, c'est magique, mais en même temps, ça doit être capé dans une entreprise. Personne n'a le droit de dépenser tout l'argent d'une entreprise. Il y a des droits et des limites par employé. C'est pareil pour le cloud, et donc il faut poser des limites. Donc, de ces témoignages, moi je retiens 2 choses. C'est que sur la plupart des offres du marché, on voit que les offres ont besoin d'être complétées pour rencontrer l'adoption massive dont parlait Guillaume tout à l'heure. Et puis il y a un deuxième point, c'est globalement les fournisseurs doivent améliorer l'information et la communication auprès des prospects et des clients. Il y a 4 critères que j'identifie pour que nous atteignions une adoption de masse du cloud computing en France. C'est la sécurité de bout en bout,
L'accompagnement, les coûts maîtrisés, la simplicité. La sécurité de bout en bout, souvent les offres, on vous propose un data center sécurisé. Donc en fait, l'information qui part de votre PC ou du réseau de l'entreprise jusqu'au data center, elle est en clair sur Internet et quand elle arrive dans le data center, elle est sécurisée. Ça ne va pas. Il faut qu'on ait le lien sécurisé et le data center dans la même offre. L'accompagnement. Il y a des entreprises qui sont très pointues en IT, mais la grande majorité n'ont pas forcément des spécialistes en cloud computing. Donc il faut qu'on puisse les accompagner au moment où on rentre dans le cloud, c'est-à-dire qu'on va bâtir l'architecture, pendant la vie du projet, et puis aussi au moment de la réversibilité, au moment du changement de fournisseur. Les coûts maîtrisés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le pay as you go, oui, mais avec des seuils, avec un capage, pour être sûr de maîtriser le budget tout au long de l'année. Et puis enfin, la simplicité. On doit pouvoir souscrire à une offre sur Internet ou dans une boutique. On peut souhaiter qu'un commercial vienne chez vous. Ça, c'est pour la souscription, mais aussi pour la vie du projet. On doit pouvoir gérer soi-même son cloud ou le déléguer à son fournisseur. Et enfin, il ne doit pas avoir aucune ambiguïté sur tout ce qui est réversibilité. Parce que si on se dit que quand on va signer avec un fournisseur, ça va être compliqué d'en sortir, ben on n'y va pas. Donc en fait, ces éléments-là me font dire que le manque d'adoption du cloud, parce qu'il apporte des bénéfices concrets et tangibles aux entreprises, ce manque d'adoption a un impact sur l'économie. Aujourd'hui, le IaaS, c'est quoi? Le IaaS, c'est la capacité de traitement, l'élément, l'énergie de base du cloud computing. On pourrait le comparer à l'électricité. Le IaaS, c'est fait dans des usines, dans des data centers. On le fabrique, et comme l'électricité, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est une énergie numérique, c'est un élément de base qui permet à tout service cloud computing d'exister. C'est essentiel. Et je vous dis ça parce que ça répond à un enjeu d'industrialisation de la France et de l'Europe. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'avait assez désespéré, c'est que vous allez faire vos courses, vous vous dites, voilà, j'achète une machine à laver, ben, la machine à laver, elle n'est pas faite en France et pas en Europe. Vous achetez une télévision, la télévision, elle n'est pas faite en France ni en Europe. Après, on a eu la bataille du search. La bataille du search, elle a été perdue. Ensuite, il y a eu la bataille de la numérisation des contenus. Là, on vient d'apprendre que les éditeurs ont signé un accord avec Google, qui reconnaît. Donc là aussi, c'est perdu. Et là, on a cette électricité numérique, cet élément de base de tout service computing. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on souhaite la laisser partir à l'étranger ? Alors, on dit un IaaS à la française, à l'européenne, qu'est-ce que ça serait concrètement? Quels sont les éléments stratégiques importants pour les acteurs économiques? Alors, pour l'État et les collectivités territoriales, là, ça paraît très clair, c'est la souveraineté des données, la protection de nos données. En tant que citoyen, moi, j'imagine mal voir mes données de santé hébergées dans des data centers en Chine parce qu'ils en construisent et que ça sera moins cher. À l'heure du big data, on peut très vite imaginer quelles sont les dérives possibles. Pour les grandes entreprises, elles ont des secrets commerciaux, industriels. Et ces secrets-là, il faut les protéger. Il faut les protéger. Donc, un IaaS à la française, à l'européenne, ça permet d'apporter une sécurité technique et aussi une sécurité juridique. Et puis enfin, les PME, les TPE, qui sont souvent expertes dans leur métier, mais qui n'ont pas forcément le temps, l'énergie, l'argent d'investir dans de la veille technologique, d'investir dans de la veille des usages, et qui souvent ignorent tous les bienfaits que peut leur apporter le cloud computing. Et là, un grand réseau ou plusieurs grands réseaux de distribution qui vendraient à côté de la PME, même si elle est dans le Larzac du cloud computing, ça leur permettrait justement d'accéder à toutes ces possibilités. Alors, chez SFR, on constate ça tous les jours et on se dit qu'on peut contribuer à cette croissance de l'économie par le cloud computing en s'inscrivant dans un effet d'échelle. Et c'est pourquoi on a répondu à l'appel à projet de l'État, qui est Andromède. Alors, Andromède, c'est un appel à projet, et comme tout appel à projet, il y a des gagnants. Alors, les gagnants, d'un côté, sont Orange et Thales, et d'un autre côté, SFR et Bull, deux sociétés indépendantes en cours de constitution, dont les objectifs formulés par l'État sont de garantir la souveraineté des nations européennes, de dynamiser l'innovation et la productivité et d'investir sur les compétences sur le territoire pour préserver l'emploi. Alors bon, ça c'est un peu général, j'ai envie de dire c'est des vœux pieux, c'est important, mais on va rentrer dans le concret. Alors aujourd'hui,
On a Andromède, Bull et SFR, comme il y a une autre société qui est en train d'être constituée. Très honnêtement, on est tellement dans la technique et le juridique, bon, on n'a pas encore trouvé le nom. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom, passez nous voir après. Donc très concrètement, c'est des ouvertures de data centers en France et en Europe. Un investissement de 225 millions d'euros, c'est 400 emplois, dont 300 d'ingénieurs. C'est une technologie qui répond aux standards du marché et aussi pour préparer l'avenir qui est basé sur de l'open source. Et enfin, élément très important pour les PME et les TPE, c'est l'ouverture de la distribution. C'est-à-dire que ces Andromèdes-là seront des plateformes d'intermédiation qui permettront à chaque distributeur national ou européen de prendre ses offres, de les repackager à son goût et en fonction de ses marchés, de ses niches. L'idée, c'est de permettre l'adoption massive du IaaS en France et en Europe en implémentant ces critères et en mettant en place un effet d'échelle. Donc la sécurité de bout en bout, l'accompagnement, les coûts maîtrisés et la simplicité. Alors là, on a parlé grand projet. Moi, je vous propose maintenant de revenir un peu dans notre quotidien à tous, vraiment le quotidien le plus élémentaire. On imagine Monsieur Dupont qui est assis à sa terrasse. Et Monsieur Dupont, il regarde son portail et il se dit « ça serait quand même sympa que j'ai une allée qui aille de ma terrasse à mon portail parce que c'est joli ». Il se dit ça et il se dit « bon ok, je vais commander 500 kg de gravier pour fabriquer mon allée ». Donc il va commander ce gravier à un distributeur local, français, européen. Et ce distributeur va proposer dans son smartphone, en termes d'application, une foule de services. Donc il va pouvoir suivre sa livraison en temps réel. Il va pouvoir connaître le coût CO2 de son gravier, de la livraison de son gravier. Il va pouvoir aussi connaître où est-ce qu'il a été extrait, quelles sont les conditions sociales, écologiques de l'extraction de ce gravier. Il va aussi pouvoir prendre une photo de son jardin et y mettre en réalité augmentée le tas de gravier, voir si ça ne dépasse pas sur les roses ou sur les troènes dans la période de travaux. Il va pouvoir aussi avoir accès à une plateforme sociale où il va être en relation avec ses voisins, avec son entourage, pour éventuellement, s'il a du surplus, le pouvoir le redonner ou le revendre à ses voisins, à ses proches. Donc en fait, des services comme ça, il n'y en a pas des dizaines, il n'y en a pas des centaines, il y en a des milliers, c'est sans limite. Et la question qui vient à nous aujourd'hui, c'est est-ce que ça sera le distributeur français, européen, qui va proposer ces services à Monsieur Dupont, ou est-ce que ça sera des sociétés étrangères qui vont venir proposer ces services et en capter toute la valeur? Donc, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point un cloud à la française, à l'européenne, c'est primordial. Et nous tenons à votre disposition avec Guillaume pour échanger sur ce sujet, parce qu'il nous reste un peu de temps, et puis pour répondre à vos questions. Merci.